Regardez-moi ça, les amis. La voix de Victor Dubois résonna dans son smartphone, un sourire arrogant collé aux lèvres. Encore un qui pense que mon étoile Michelin est une soupe populaire. On va lui montrer ce qu'est la vraie gastronomie, la porte. Il tourna la caméra de son téléphone vers l'entrée de son restaurant, où un vieil homme se tenait, immobile. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable de justice et de trahison, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime pour soutenir notre travail et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire qui prouvent à ce que le monde est plus petit qu'on ne le pense. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Maintenant, retournons à Lyon, dans le temple de la haute cuisine où l'arrogance était le plat du jour. L'Étoile d'Or n'était pas un simple restaurant, c'était le royaume de Victor Dubois. À seulement 28 ans, il était le chef le plus en vogue de France, une célébrité d'Instagram dont chaque plat devenait viral avant même d'être servi. Les murs de verre et d'acier poli reflétaient une clientèle triée sur le volet. Des influenceurs, des hommes d'affaires, des couples célébrant des anniversaires à 1 000 euros. Ce soir-là, l'air vibrait d'une excitation particulière. Victor était en direct sur les réseaux sociaux, partageant les coulisses de son succès avec ses 200 000 abonnés. Il se sentait invincible, un dieu moderne créant des miracles dans des assiettes en porcelaine. C'est à ce moment précis que Jean apparut à l'entrée, comme un fantôme d'un autre temps. Ses vêtements étaient simples, usés, mais impeccablement propres. Son visage était creusé par les années, mais son dos était droit et ses yeux clairs ne sciaient pas face au luxe écrasant qui l'entourait. Victor arrêta son direct, mais laissa la caméra tourner. Un spectacle gratuit valait mieux que n'importe quelle recette. Il s'avança vers le vieil homme, son pas rapide et autoritaire contrastant avec la démarche lente et mesurée de Jean. « Monsieur, je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. La banque alimentaire, c'est 2 rues plus loin. Ici, le menu commence à 300 euros et je doute que votre carte bancaire puisse supporter le choc. » Les rires fusèrent de quelques tables proches. Des téléphones se levèrent discrètement pour capturer la scène. L'humiliation était un divertissement comme un autre. Jean ne répondit pas à la provocation. Il regarda Victor, non pas avec la honte attendue, mais avec une étrange lueur de déception dans le regard. Il serrait dans sa main un petit sachet en cuir usé par le temps. « Je ne suis pas venu pour manger, jeune homme. Je suis venu te parler. » Cette familiarité inattendue fit bouillir le sang de Victor. Qui était ce vieillard pour oser le tutoyer? « Te parler? Mais je ne vous connais pas. Maintenant, sortez de mon établissement avant que j'appelle la sécurité. Vous faites fuir mes clients. » Il fit un geste théâtral vers la porte, s'assurant que sa caméra personnelle captait bien son expression de dégoût. Il reprit son téléphone et lança une story en direct. En direct de l'Étoile d'Or, les amis. On a un petit problème de charité. On va gérer ça avec classe. Il ajouta le hashtag pas de pitié pour les profiteurs. La cruauté de la situation semblait nourrir son ego. Il se sentait puissant, dominant, le maître absolu de son univers. Il s'approcha pour pousser physiquement Jean vers la sortie, sous les yeux de dizaines de clients et de milliers de spectateurs en ligne. Alors que la main de Victor se posait brutalement sur son épaule, Jean ne résista pas. Il se laissa guider vers la porte, mais au moment de franchir le seuil, il se pencha et murmura à l'oreille du jeune chef, sa voix à peine un souffle, mais tranchante comme une lame de rasoir. Une phrase que personne d'autre ne put entendre. « Pour ta symphonie d'oignons, Victor, tu oublies toujours la pincée de sucre muscovado à la toute fin. C'est ça qui fait chanter le plat, pas le sel que tu utilises pour masquer ton manque de patience. » Le sourire de Victor se figea instantanément. Son visage devint blême. Il retira sa main comme s'il venait de toucher du feu. Ce secret, ce détail infime, personne au monde ne le connaissait. C'était la touche personnelle de son mentor.
un vieil homme qui l'avait trahi et laissé pour mort des années auparavant pour lui voler son carnet de recettes et sa future gloire. Le vieil homme, Jean, lui adressa un dernier regard, un regard qui ne contenait ni haine ni colère, mais une profonde tristesse. Puis, il tourna les talons et disparut dans la nuit lyonnaise, laissant derrière lui un silence glacial. Les clients ne comprirent pas ce retournement de situation. Ils virent seulement leur chef idole, tremblant, le téléphone toujours à la main, fixant la porte vide avec des yeux remplis d'une terreur pure. Victor, le roi arrogant, venait de voir un fantôme. Il pensait avoir gagné, avoir créé un moment viral pour asseoir sa domination. Mais il ne savait pas encore que ce vieil homme n'était pas venu chercher la charité. Il était venu réclamer une dette vieille de 10 ans et que le véritable spectacle, celui de sa chute, ne faisait que commencer. Le silence qui tomba sur l'étoile d'or fut plus assourdissant que n'importe quelle acclamation. Victor Dubois resta figé, la main en l'air, le visage vidé de toute couleur. Son téléphone, toujours en train de filmer, glissa de ses doigts et tomba sur le sol en marbre avec un bruit sec. Les milliers de spectateurs de son direct Instagram ne virent qu'un écran noir, mais ils entendirent le souffle coupé de leur idole. Autour de lui, les clients chuchotaient, se demandant quelle parole mystérieuse avait pu anéantir en une seconde l'assurance du grand chef. Victor, tremblant, se pencha pour ramasser son appareil, coupa brutalement la diffusion et se tourna vers sa salle avec un sourire forcé qui ne trompa personne. Un petit incident, mesdames et messieurs. Le spectacle doit continuer. Mais le cœur n'y était plus. La saveur du triomphe avait été remplacée par le goût amer de la peur. Ce vieil homme n'était pas un simple mendiant. C'était un fantôme revenu du passé pour le hanter. Plus tard dans la nuit, réfugié dans son penthouse luxueux avec vue sur la colline de Fourvière, Victor laissa éclater sa rage. Il jeta un verre en cristal contre le mur, l'alcool ambré se mêlant aux éclats scintillants sur le parquet. Comment osait-il? Comment Jean pouvait-il être encore en vie et surtout, comment pouvait-il se souvenir? Victor avait bâti son empire sur les cendres de cet homme, sur un carnet de recettes volé au chevet de ce qu'il croyait être son lit de mort. Il devait agir, et vite. Il prit son ordinateur portable, retrouva la vidéo de l'incident et commença un montage méticuleux. Il coupa le moment de sa propre paralysie, zooma sur le visage fatigué de Jean pour le faire paraître menaçant et ajouta une musique angoissante. Il publia la vidéo sur tous ses réseaux sociaux avec une légende calculée pour susciter la pitié et l'indignation. Ce soir, j'ai été agressé, verbalement, et menacé dans mon propre restaurant. Cet homme est instable et potentiellement dangereux. Merci pour votre soutien. La sécurité de mes clients et de mon équipe est ma priorité. En quelques minutes, la machine médiatique s'emballa. Les partages se comptaient par milliers. Un flot de notifications haineuses et de messages de soutien inonda son téléphone. Victor était redevenu la victime et Jean le coupable. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans le quartier populaire de la Croix-Rousse, Jean rentrait dans sa modeste chambre de bonne. L'opulence de l'Étoile d'Or semblait appartenir à une autre planète. Ici, il n'y avait qu'un lit étroit, une petite table et une plaque de cuisson qui fonctionnait un jour sur deux. Son estomac criait famine, mais le petit sachet en cuir qu'il tenait contenait ses dernières pièces, juste assez pour le loyer. Il ne ressentait pas de colère, seulement une immense lassitude. Il s'assit sur son lit et sortit de sa poche une vieille photo au papier jauni. On y voyait un Jean plus jeune, souriant, avec à ses côtés un adolescent aux yeux brillants d'admiration. Un jeune Victor, avant que l'ambition ne dévore son âme. Il avait aimé ce garçon comme un fils, lui avait tout appris, lui avait transmis l'amour du produit, le respect du feu. Et en retour, il avait été trahi, abandonné, effacé de sa propre histoire. La vue de son ancien protégé, transformé en un monstre d'arrogance, lui avait brisé le cœur une seconde fois. Le lendemain, à l'Étoile d'Or, l'ambiance était électrique. Victor,
rassuré par le soutien massif qu'il recevait en ligne, jouait son rôle de victime avec brio. Mais une personne dans son restaurant ne croyait pas à sa comédie. Hélène, une serveuse d'une soixantaine d'années, qui travaillait dans ses murs bien avant que Victor n'y pose les pieds. Elle avait connu Jean, le vrai chef, le créateur de toutes les recettes qui faisaient aujourd'hui la gloire de l'usurpateur. Après le service, alors que le restaurant était vide, Victor la convoqua dans son bureau. Son masque de charmeur tomba. Son visage était dur, ses yeux froids. Hélène, le vieil homme d'hier, vous le connaissez, n'est-ce pas? Hélène sentit son sang se glacer. Elle baissa les yeux. Je ne vois pas de qui vous parlez, chef. La main de Victor s'abattit sur le bureau avec une violence qui la fit sursauter. Ne me prenez pas pour un idiot. Je vous ai vu pâlir quand il est entré. Je sais que vous savez. Si vous dites un seul mot à qui que ce soit, je vous jure que je vous détruirai. Vous perdrez votre travail, votre petit appartement. Qui voudra embaucher une vieille femme comme vous? Vous finirez à la rue, comme lui, c'est bien compris? Les larmes aux yeux, Hélène hocha la tête, terrifiée. Elle était prise au piège. Jean passa la journée à errer dans les rues, le ventre vide. Partout où il allait, il sentait des regards hostiles. Son visage était partout sur les téléphones. Des adolescents le pointèrent du doigt en ricanant. Un commerçant refusa de le laisser entrer pour s'abriter de la pluie. L'humiliation publique était une torture lente et insidieuse. Pour échapper au froid et au regard, il se réfugia dans une bibliothèque municipale. Il s'installa devant un ordinateur public simplement pour sentir un peu de chaleur humaine autour de lui. Par curiosité morbide, il tapa le nom de Victor Dubois. Il vit la vidéo montée, les articles de presse qui le décrivaient comme un déséquilibré, les commentaires haineux qui appelaient à le retrouver. Le désespoir menaçait de l'engloutir. C'est alors qu'il sentit son vieux téléphone vibrer dans sa poche. Un SMS d'un numéro inconnu. Le message était court, énigmatique. Il a menacé Hélène, le cellier, la vieille clé. Soyez prudents. Le cœur de Jean se mit à battre la chamade. Hélène, elle était la seule à connaître la vérité. Quelqu'un essayait de l'aider. Mais qui? Et que signifiait ce message? Le cellier, la vieille clé. Un souvenir remonta à la surface. Une petite cachette secrète qu'ils avaient, à l'époque, pour dissimuler les meilleures bouteilles du propriétaire. Une lueur d'espoir, fragile mais tenace, naquit en lui. Il devait comprendre. Il devait en savoir plus sur ce qui était arrivé à Hélène. Sur l'ordinateur, il ouvrit un nouvel onglet et tapa son nom complet, Hélène Moreau-Lyon, espérant trouver un profil social, un moyen de la contacter. Les premiers résultats ne montraient en rien de pertinent. Mais en faisant défiler la page, son regard fut attiré par un lien vers les archives d'un journal local. Le titre de l'article qui s'afficha sur l'écran lui glaça le sang. Ce n'était pas un profil social. C'était un article de presse datant de 10 ans, juste après son AVC. Le titre disait « Incendie suspect au restaurant Le Chêne Doré ». La police enquête sur le témoignage d'une employée. Et ce qu'il lut dans les lignes qui suivaient allait non seulement confirmer ses pires craintes sur la trahison de Victor, mais aussi allumer en lui la flamme froide et déterminée de la vengeance. Les mots sur l'écran de la bibliothèque dansaient devant les yeux de Jean, flous à travers un voile de larmes et de rage contenue. L'article était court, un simple fait divers, oublié de tous, sauf de lui. Il décrivait un incendie d'origine indéterminée qui avait ravagé la cuisine du Chêne Doré, son ancien restaurant, une semaine seulement après son hospitalisation pour un accident vasculaire cérébral massif. Le journaliste mentionnait brièvement le témoignage d'une employée, Hélène Moreau, qui avait signalé à la police avoir vu le jeune apprenti du chef, Victor Dubois, quitter les lieux tard dans la nuit, juste avant que l'alarme ne se déclenche. Mais l'enquête avait été classée sans suite, faute de preuves. Victor, le jeune prodige, avait fourni un alibi en béton, soutenu par 2 amis. Tout s'éclairait d'une lumière crue et terrible. Victor ne lui avait pas seulement volé ses recettes.
Il avait tenté d'effacer toute trace de son existence, de brûler son héritage, de le rayer de l'histoire pour construire la sienne sur ses ruines. Le SMS, Hélène, la clé, tout prenait sens. Il n'était plus une victime passive. Il était un survivant et une flamme froide s'alluma dans ses veines. Cette nuit-là, Jean ne dormit pas. Poussé par une nouvelle détermination, il retourna à sa chambre et sortit de sous son lit une vieille malle en bois, le seul trésor qu'il avait sauvé de sa vie d'avant. À l'intérieur, parmi des vêtements usés, se trouvait un carnet de recettes manuscrites, le jumeau de celui que Victor lui avait volé. Mais il y avait autre chose. Une liasse de documents jaunis, des contrats, des factures et surtout l'acte de propriété original du chêne doré avec une clause spécifique qu'il avait fait ajouter par son notaire. En cas de décès ou d'incapacité, la direction du restaurant et la propriété intellectuelle de toutes ses créations revenaient à un seul héritier désigné. Il déplia le document avec des mains tremblantes. Le nom de l'héritier était écrit à l'encre noire, Victor Dubois. Il lui avait tout légué, tout offert sur un plateau d'argent. La trahison était encore plus profonde, plus douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Il prit son vieux téléphone et, avec une précision nouvelle, photographia chaque page, chaque clause, chaque signature. Ces images numériques étaient les premières pierres de sa contre-attaque. Le lendemain, Victor paradait dans son restaurant, ivre de son succès. Sa vidéo montée avait fait son effet. Un grand magazine gastronomique venait de lui consacrer une double page, le qualifiant de héros de la cuisine moderne, courageux face à l'adversité. Il publia une story Instagram, posant avec le magazine, un verre de champagne à la main. « Merci à tous pour votre soutien incroyable. L'Étoile d'Or est plus forte que jamais. Ce soir, pour célébrer, menu dégustation offert à mes 10 plus fidèles abonnés. » Il se sentait intouchable, ignorant que chaque post, chaque photo arrogante, chaque mensonge public était méticuleusement sauvegardé par Jean sur une clé USB bon marché, achetée avec ses dernières économies. Jean passait ses journées à la bibliothèque, devenant un expert improbable des réseaux sociaux, compilant un dossier numérique accablant. Il faisait des captures d'écran, des commentaires élogieux, des articles mensongers, créant une chronologie parfaite de l'imposture de Victor. La partie la plus délicate de son plan était de contacter Hélène. Le SMS anonyme lui avait donné l'indice, le cellier, la vieille clé. Il se souvenait de cette clé, une vieille passe-partout qui ouvrait la porte de service arrière près des poubelles. Il devait prendre un risque. Tard dans la soirée, après la fermeture, il se glissa dans la ruelle sombre derrière l'Étoile d'Or. Le cœur battant, il essaya la vieille clé rouillée qu'il gardait sur son trousseau. Le mécanisme grinça, mais la porte s'ouvrit. Il entra dans le cellier, une petite pièce froide, sentant la terre humide et le vin. Il attendit dans l'obscurité, espérant que son intuition était la bonne. 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit doucement. C'était Hélène, venue jeter les derniers sacs poubelles. En le voyant, elle étouffa un cri de surprise. « Jean! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est de la folie! S'il vous voit! » Sa voix était un murmure paniqué. « Il t'a menacé, n'est-ce pas? » demanda doucement Jean. Les larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. Elle hocha la tête, incapable de parler. « Hélène, je sais tout. L'incendie, le témoignage, il a tout pris. Mais j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de preuves. » Hélène hésita, la peur luttant contre des années de loyauté envers son ancien patron. Puis, elle prit une décision. « Il est devenu un monstre, » dit-elle, la voix tremblante de colère. « Il se croit au-dessus de tout. Attendez. » Elle sortit de sa poche un smartphone. « Il m'a forcé à effacer nos anciennes conversations, mais j'ai fait des captures d'écran avant. Il y a tout. Ses menaces, ses ordres pour que je me taise sur l'incendie. » Elle lui transféra les images via WhatsApp, une série de bulles de texte vertes et blanches qui constituaient la preuve irréfutable de l'intimidation et de l'obstruction à la justice. « Il y a autre chose, » continua-t-elle. « Il y a 2 jours, il a reçu un virement énorme.
J'ai vu la notification sur son téléphone. 50 000 euros. Ça venait d'une compagnie d'assurance. Je crois que c'est l'indemnité pour l'incendie, qu'il a enfin réussi à toucher après toutes ces années. Jean sentit une vague de nausée. Victor n'avait pas seulement détruit son restaurant, il s'était enrichi sur ses ruines. Merci, Hélène. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Maintenant, tu dois être prudente. Fais comme si de rien n'était. Avant de partir, Hélène lui tendit un petit sac en papier. Tenez, c'est le pain d'hier. Vous ne pouvez pas vous battre le ventre vide. Ce simple geste de bonté lui donna plus de force que toutes les preuves du monde. De retour dans sa chambre, Jean examina son butin numérique. Les photos de ses documents légaux, les captures d'écran des mensonges de Victor sur Instagram, les messages de menaces d'Hélène et maintenant la piste du paiement de l'assurance. Il avait presque tout ce qu'il lui fallait. Il lui manquait une dernière pièce, la plus importante, l'aveu de Victor lui-même. Et il savait exactement comment l'obtenir. Il acheta une carte SIM prépayée et un enregistreur vocal numérique de la taille d'un sucre. Le lendemain, il se posta près du restaurant, attendant le moment où Victor sortirait pour sa pause cigarette, un rituel arrogant qu'il ne manquait jamais. Il le vit sortir, riant au téléphone avec son agent. Jean activa l'enregistreur dans sa poche et s'avança. « Victor ?» Le jeune chef se retourna, son visage se décomposant en voyant Jean. « Encore vous? J'ai appelé la police la dernière fois. Je n'hésiterai pas à le refaire. » « Je veux juste que tu saches que je me souviens de tout, Victor, » dit Jean, sa voix calme et posée. « Je me souviens de la nuit de l'incendie. Je me souviens de mon carnet de recettes sur ma table de chevet à l'hôpital. Et je me souviens de la promesse que je t'avais faite. » La panique gagna les yeux de Victor. « Vous délirez. Vous êtes un vieil homme sénile et dangereux. »« Peut-être, » répondit Jean. « Mais ce vieil homme a laissé un testament. Un testament qui te nommait seul héritier de tout. Tu n'avais pas besoin de voler. Tu n'avais pas besoin de brûler. Tout était à toi. » Cette révélation frappa Victor avec la force d'un coup de poing. Il resta bouche bée, incapable de formuler une réponse. Et dans ce silence, Jean savait qu'il tenait sa confession. Le moment de la vérité approchait à grands pas, et la chute de l'étoile serait bien plus spectaculaire que son ascension. Le silence de Victor dans la ruelle fut plus éloquent que n'importe quel aveu. La révélation du testament l'avait frappé de plein fouet, brisant la carapace d'arrogance qu'il s'était forgée. Pendant une seconde, Jean vit dans ses yeux l'adolescent perdu qu'il avait connu, un éclair de panique et de regret. Mais cette lueur fut aussitôt balayée par une vague de haine froide. L'idée que Jean lui avait tout donné et qu'il avait tout pris par la force était une blessure insupportable à son ego surdimensionné. Il ne pouvait pas être le méchant de sa propre histoire. Il devait donc détruire le seul témoin de sa véritable nature. Il sortit son téléphone, non pas pour appeler la police, mais pour activer la caméra. « Vous voyez, mes amis ?» dit-il à son audience invisible, sa voix tremblante de rage feinte. « Il me harcèle, il m'invente des histoires folles. Cet homme est obsédé. Je n'ai plus le choix, je dois porter plainte pour ma sécurité. » Il filma le visage calme de Jean, puis tourna la caméra sur lui-même, forçant quelques larmes à couler. C'était un spectacle pathétique, mais terriblement efficace. L'enregistreur dans la poche de Jean captait chaque mot, chaque mensonge, chaque fausse intonation. Le lendemain fut le point culminant de l'humiliation de Jean. Poussé par la peur et conseillé par un avocat sans scrupules, Victor mit son plan à exécution. Alors que Jean sortait de sa chambre de bonne pour aller à la bibliothèque, 2 policiers l'attendaient sur le palier. Victor était là aussi, à distance de sécurité, filmant toute la scène pour une nouvelle story Instagram. Voilà, justice est faite. Cet homme qui me harcelait depuis des jours est enfin arrêté. Je peux de nouveau me sentir en sécurité. Devant les voisins médusés, Jean fut menotté. On le fouilla, vidant ses poches sur le sol. Quelques pièces, la vieille clé rouillée et son téléphone usé.
Victor zooma sur ses maigres possessions avec un ricanement. « C'est tout ce que vous avez? Après une vie entière? Pathétique. » Alors qu'on l'emmenait, Jean ne montra aucune résistance. Il avait l'air brisé, vaincu. Son regard croisa celui de Victor, et ce dernier y vit ce qu'il prit pour du désespoir. Il se sentit triomphant. Il avait gagné. Le fantôme était enfin exorcisé. Ce que Victor ignorait, c'est que la veille au soir, Jean avait passé des heures à la bibliothèque. Il avait créé une adresse e-mail anonyme et un compte sur un service de stockage en ligne. Tandis il y avait méticuleusement téléchargé toutes ses preuves, les photos de l'acte de propriété et du testament, les captures d'écran des menaces contre Hélène, les articles sur l'incendie, les vidéos des mensonges de Victor, et surtout l'enregistrement audio de leur dernière conversation, où le silence de Victor était un aveu en soi. Il avait ensuite rédigé un long email, détaillant toute l'histoire, joignant chaque pièce du puzzle numérique. Il l'avait envoyé à 3 destinataires, un célèbre journaliste d'investigation lyonnais, un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle dont Hélène lui avait discrètement fourni le contact, et enfin à Antoine Lemaire, le plus grand critique gastronomique de France, un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans, mais dont il savait qu'il n'avait jamais oublié le goût de l'honnêteté. Dans l'email, il avait simplement ajouté une phrase. « Tout sera révélé demain soir, à 20h à l'Étoile d'Or, soyez-y. » Puis, il avait effacé toute trace de son ordinateur et de son téléphone. Les policiers ne trouvèrent rien. Au poste de police, Jean fut traité comme un harceleur de bas étage. On le laissa dans une cellule froide pendant des heures. L'interrogatoire fut une parodie de justice. L'inspecteur, visiblement impressionné par le statut de Victor, ne l'écouta à peine. « Écoutez, monsieur, nous avons le témoignage de monsieur Dubois, des vidéos, des dizaines de messages de soutien. Et vous, vous n'avez rien. Je vous conseille d'accepter l'ordonnance restrictive et de ne plus jamais l'approcher. C'est votre seule chance d'éviter des poursuites plus graves. » Jean, avec une lassitude feinte, accepta tout. Il signa les papiers, le visage fermé, jouant le rôle du vieil homme brisé à la perfection. Il fut relâché en fin d'après-midi, avec l'interdiction formelle d'approcher à moins de 500 mètres de l'Étoile d'Or ou de Victor Dubois. En sortant du commissariat, il jeta un coup d'œil à son vieux téléphone. Un seul message l'attendait, envoyé par Hélène depuis le téléphone d'un autre employé. « Tout est prêt. Le critique a confirmé sa venue ce soir, il a demandé une table discrète. Il a dit qu'il voulait goûter le souvenir d'automne. Un plat qui n'était pas au menu. Un plat secret, la toute première création que Jean avait enseignée à Victor. Le piège était en place. » Ce soir-là, l'Étoile d'Or brillait de 1000 feux. Victor célébrait sa victoire. Il avait non seulement écrasé son vieil ennemi, mais il avait transformé l'incident en un coup de publicité magistrale. Les réservations explosaient. Et pour couronner le tout, le grand Antoine Lemaire était annoncé. Une critique élogieuse de sa part lui garantirait une 3e étoile Michelin. Il se sentait au sommet du monde. Il passe entre les tables, saluant les clients, postant des selfies, se baignant dans l'adulation. Il reçut une notification de sa banque. Le virement de 50 000 € de l'assurance avait été crédité sur son compte. Il sourit. C'était la touche finale, l'argent qu'il avait le dernier souvenir de l'incendie. Il commanda une bouteille du champagne, le plus cher pour sa table, ignorant complètement la présence discrète, dans un coin sombre de la salle, du journaliste d'investigation qui vérifiait ses sources sur sa tablette. Pendant que Victor célébrait, Jean était assis sur un banc public de l'autre côté de la place, bien au-delà des 500 mètres réglementaires. Il avait l'air d'un sans-abri, un homme invisible que tout le monde ignorait. Il regardait les lumières du restaurant, le balai des clients fortunés. Il ne ressentait ni envie ni amertume. Il était calme comme le centre d'un cyclone. Il sortit de sa poche la vieille photo de lui et du jeune Victor. Il la regarda une dernière fois, puis la déchira lentement en 4 morceaux et les laissa tomber dans une poubelle. Le passé était mort.
Il n'y avait plus de mentor, plus d'apprentis, seulement un homme qui avait tout perdu et un autre qui allait tout perdre. Il regarda l'horloge de l'église. 20 heures. Le spectacle allait commencer. Il savait que dans le restaurant, Hélène s'apprêtait à apporter aux critiques le maire, non pas un, mais 2 plats. La copie fade et sans âme de Victor et l'original préparé en secret dans le vieux four du cellier, avec la recette authentique. Demain, tout le monde saurait qui il était vraiment. Le masque de l'étoile allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. Alors que Jean déchirait symboliquement son passé sur le banc froid de la place Bellecour, à l'intérieur de l'Étoile d'Or, le spectacle de l'arrogance atteignait son apogée. Victor Dubois, se sentant invincible, décida de porter le coup de grâce. Il savait que le critique Antoine Lemaire était non seulement influent, mais aussi un fervent utilisateur des réseaux sociaux. C'était l'occasion parfaite pour consolider son image de victime triomphante. Il s'approcha de la table discrète du critique, son téléphone déjà en main, prêt à lancer un direct. « Monsieur le maire, c'est un honneur immense de vous avoir parmi nous ce soir, » commença-t-il avec une humilité feinte. Surtout après les événements difficiles de ces derniers jours. J'aimerais, si vous le permettez, partager ce moment avec mes abonnés, pour leur montrer que le talent et l'honnêteté finissent toujours par l'emporter sur la haine et la folie. Antoine Lemaire, un homme élégant au regard perçant, hocha lentement la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Bien sûr, jeune homme. Montrez-leur. » Il ne savait pas à quel point ces paroles étaient prophétiques. Victor lança son direct Instagram. En quelques secondes, des milliers de personnes se connectèrent, avides de voir leur idole recevoir la consécration ultime. « Mes amis, je suis ici avec le légendaire Antoine Lemaire. Ce soir, nous célébrons la victoire de la lumière sur l'ombre. » Il parlait avec des trémolos dans la voix, jouant sa partition à la perfection. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que le journaliste d'investigation, assis à quelques tables de là, avait lui aussi discrètement activé la caméra de son téléphone, filmant la scène sous un autre angle. Il ne voyait pas non plus que l'avocat de Jean, maître Dubois, une ironie du sort que Jean savourait d'avance, venait de recevoir une notification sur son smartphone, confirmant que tous les documents avaient été authentifiés et que les plaintes pour vol de propriété intellectuelle, fraude à l'assurance et harcèlement moral étaient prêtes à être déposées au tribunal le lendemain matin. Le piège se refermait, et Victor en était l'inconscient maître de cérémonie. Pendant ce temps, dans les coulisses, une autre bataille se jouait. Hélène, les mains tremblantes mais le regard déterminé, jonglait entre 2 cuisines. Dans la cuisine principale, sous les ordres de Victor, les sous-chefs s'activaient pour préparer la version moderne et tape à l'œil du souvenir d'automne. Un plat dénaturé, surchargé de techniques moléculaires qui masquaient le manque de profondeur. Mais dans le cellier, sur une petite plaque à induction qu'elle avait cachée, Hélène cuisinait l'original. Elle suivait la recette de Jean à la lettre, avec les produits simples du marché qu'elle avait achetés elle-même. L'odeur qui s'en dégageait était une insulte à la cuisine stérile de Victor. Des arômes profonds de champignons des bois, de châtaignes rôties et d'herbes sauvages. C'était l'odeur de l'authenticité, l'odeur de la vérité. Elle reçut un SMS de Jean. « Le direct est lancé. C'est le moment. Sois forte. » Elle prit une grande inspiration, plaça les 2 assiettes sur un plateau et se dirigea vers la salle. Sur son banc, Jean regardait le direct de Victor sur son vieux téléphone, grâce au Wi-Fi public de la ville. Il voyait le visage suffisant de son ancien protégé, il entendait ses mensonges. Il n'y avait plus de colère en lui, seulement une froide résolution. Il ouvrit sa messagerie et envoya un dernier message à ses 3 alliés. Un simple mot: « Maintenant ». Presque instantanément, la machine qu'il avait mise en place s'activa. Le journaliste publia sur son compte Twitter un lien vers son article à paraître avec un titre explosif « L'étoile volée. Comment le chef Victor Dubois a bâti son empire sur un mensonge. Preuve exclusive. » L'avocat, de son côté,
envoya un email groupé à tous les grands médias gastronomiques de France, contenant le dossier complet des preuves, le testament, les menaces, l'enregistrement audio. Le monde de la gastronomie allait imploser dans quelques minutes. Victor, ignorant tout de la tempête numérique qui se préparait, était en plein monologue. Ce plat que vous allez goûter, monsieur le maire, est l'aboutissement de ma carrière. C'est ma création la plus personnelle, le souvenir d'automne. C'est à ce moment qu'Hélène arriva. Elle posa d'abord devant le critique l'assiette de Victor, une construction complexe et prétentieuse. Puis, à côté, elle déposa la simple cassolette en terre cuite contenant la version de Jean. Victor la foudroya du regard. « Hélène, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vous ai pas demandé de préparer. » Mais Antoine le maire l'interrompit d'un geste de la main, sans lui accorder un regard. Son attention était entièrement captivée par l'odeur qui émanait de la cassolette. Il ferma les yeux, inspira profondément, et un véritable sourire, le premier de la soirée, illumina son visage. « Ah ça !» murmura-t-il, assez fort pour que le micro du téléphone de Victor le capte. « Ça, c'est l'odeur de la cuisine de mon vieil ami. » La confusion commença à se lire sur le visage de Victor. Le direct Instagram continuait de tourner, mais le spectacle lui échappait. Ses abonnés commençaient à poster des commentaires. « C'est quoi cette deuxième assiette? Qui est cet ami? » Antoine Lemaire prit sa fourchette, ignora complètement l'assiette de Victor et plongea dans la cassolette d'Hélène. Il porta la nourriture à sa bouche, mâcha lentement, les yeux toujours fermés. Un silence religieux s'installa à la table. Les secondes s'étirèrent, devenant insoutenables pour Victor. Puis, une larme roula sur la joue du grand critique. Il posa sa fourchette, ouvrit les yeux et fixa Victor. Le sourire avait disparu, remplacé par une expression de mépris glacial. Il se pencha vers le téléphone de Victor, s'assurant que des milliers de personnes entendirent sa voix claire et puissante. « Ce plat, jeune homme, est un chef-d'œuvre. Malheureusement pour vous, il n'est pas de vous. » Au même moment, les téléphones de tous les clients du restaurant commencèrent à vibrer et à sonner. Les notifications des agences de presse, les alertes Twitter, les messages WhatsApp des amis. L'histoire du journaliste venait de devenir virale. Des murmures parcoururent la salle. Les visages se tournèrent vers Victor, non plus avec admiration, mais avec un mélange de choc et de dégoût. Victor, blême, regarda son propre téléphone et vit les commentaires défiler à une vitesse folle. Imposteur, voleur, justice pour Jean. Il comprit. Il comprit que tout était fini. Il leva les yeux vers la grande baie vitrée du restaurant. De l'autre côté de la place, il vit une silhouette se lever de son banc. C'était Jean. Il ne souriait pas. Il le regardait simplement, calmement. Il n'avait pas enfreint l'ordonnance restrictive. Il était à plus de 500 mètres, 100, mais son regard traversa la distance, le verre et le chaos, pour frapper Victor en plein cœur. Dans quelques secondes, leur monde allait s'écrouler, et il était temps de montrer la vérité au monde entier. La voix d'Antoine Lemaire résonna dans le silence stupéfait de l'Étoile d'Or, amplifiée par le micro du smartphone de Victor qui diffusait encore en direct. Chaque mot était un clou planté dans le cercueil de l'imposture. Ce plat n'a qu'un seul maître. Un homme que j'ai eu l'honneur de connaître il y a 20 ans. Un artiste, un poète de la cuisine. Un homme que vous avez laissé pour mort pour lui voler son âme et ses recettes. Le visage de Victor se décomposa. La panique pure, animale, remplaça l'arrogance. Il tenta de couper le direct, mais ses doigts tremblants ne parvenaient pas à trouver le bon bouton. Il était piégé dans son propre spectacle, le principal acteur d'une tragédie qu'il avait lui-même écrite. Les murmures dans la salle se transformèrent en un grondement de colère, alors que les clients, les yeux rivés sur leurs écrans, lisaient les détails sordides de l'article du journaliste. Le hashtag étoile volée était déjà en tête des tendances sur Twitter. « Où est-il, Victor? » continua le maire, sa voix se faisant plus dure. « Où est Jean? L'homme à qui vous devez tout? »
L'homme que vous avez jeté à la rue hier soir devant des milliers de personnes? À ce moment précis, comme dans une mise en scène parfaitement orchestrée, les portes du restaurant s'ouvrirent. Ce n'était pas le Jean frêle et fatigué de la veille. C'était un homme au dos droit, vêtu d'un costume simple mais digne, prêté par l'avocat qui marchait à ses côtés. Le journaliste et son caméraman se levèrent, leurs objectifs braqués sur la scène. Jean avança lentement, traversant la salle sous le regard médusé des clients. Il ne regarda pas Victor. Il s'arrêta à la table d'Antoine Lemaire. Les deux vieux amis se regardèrent, et dans ce regard, il y avait des années de respect et d'amitié silencieuse. « Antoine, » dit simplement Jean. « Jean, » répondit le critique, une émotion sincère dans la voix. « Ta cuisine m'avait manqué. » Puis l'avocat, maître Dubois, prit la parole, sa voix claire et professionnelle, coupant court au chaos. « Mesdames et messieurs, mon nom est maître Dubois. Je représente Monsieur Jean Perrin, le véritable fondateur et créateur de l'héritage culinaire sur lequel cet établissement a été bâti. » Il sortit une tablette et la connecta à un petit projecteur portable qu'il posa sur la table. Une image fut projetée sur le mur blanc du restaurant, visible de tous. C'était la photo de l'acte de propriété du Chêne Doré, l'ancien restaurant de Jean. Voici la preuve que M. Perrin était le seul propriétaire. Et voici, dit-il en faisant glisser l'image, le testament qui nommait M. Victor Dubois comme son unique héritier. Un acte de générosité auquel M. Dubois a répondu par le vol, la trahison et une tentative d'incendie criminel. Il projeta ensuite la capture d'écran de l'article de journal de l'époque. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Victor, acculé, tenta une dernière défense désespérée. « C'est un montage, c'est un complot, ce vieil homme est fou, il manipule tout le monde. » Mais sa voix manquait de conviction. Personne ne le croyait plus. L'avocat projeta alors les captures d'écran des messages WhatsApp où Victor menaçait Hélène. « Si tu parles, je te détruirai. Tu finiras à la rue comme lui. » Sont-ce là les paroles d'un homme innocent, M. Dubois? Hélène, debout près du bar, pleurait silencieusement, mais ses larmes étaient des larmes de soulagement. La peur avait enfin changé de camp. L'avocat enchaîna, implacable. Il projeta la notification bancaire du virement de 50 000 €. Et voici le paiement de l'assurance pour l'incendie, touché il y a à peine 2 jours. Une fraude manifeste puisque le propriétaire légitime, M. Perrin, est bien vivant. Le coup de grâce vint de l'enregistrement audio. La voix calme de Jean emplit le restaurant. « Je me souviens de tout, Victor. » Puis le silence. Un silence assourdissant. Celui d'un homme qui n'a rien à répondre car il sait qu'il est coupable. Le silence qui avait été capté dans la ruelle et qui maintenant résonnait comme un aveu public devant le monde entier. Victor, le visage livide, regarda autour de lui, cherchant une issue, une échappatoire. Mais tous les regards étirent des poignards, tous les visages exprimaient le mépris. Il était seul, nu, dépouillé de tous ses mensonges. Il renversa sa chaise dans un geste de rage impuissante et tenta de fuir vers la cuisine. Mais 2 policiers en uniforme, alertés par l'avocat, l'attendaient déjà à l'entrée de service. Le piège était total. Alors que les policiers menottaient un Victor hurlant des insultes incohérentes, un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les clients se levèrent, applaudissant non pas le critique ou l'avocat, mais Jean. Ils applaudissaient le courage, la résilience, le triomphe de la justice. Jean, submergé par l'émotion, laissa enfin couler les larmes qu'il avait retenues si longtemps. Antoine Lemaire posa une main sur son épaule. « C'est fini, mon ami. C'est vraiment fini. » Le journaliste s'approcha de Jean, son micro tendu. « Monsieur Perrin, après toutes ces années, quel est votre sentiment? » Jean prit un instant pour retrouver sa voix. Il regarda la cassolette du souvenir d'automne, toujours fumante sur la table. « Le sentiment, dit-il, sa voix encore fragile mais pleine d'une nouvelle force, que la vérité, comme un bon plat, prend du temps à mijoter.
Mais quand elle est prête, son goût est incomparable. Dehors, une foule de curieux et de journalistes s'était déjà rassemblée, attirés par le scandale qui se propageait en ligne comme une traînée de poudre. Quand Jean sortit, accompagné de son avocat et de son ami, il fut accueilli par les flashs des appareils photo et les acclamations. Il n'était plus un fantôme, un sans-abri invisible. Il était redevenu Jean Perrin, le chef, la légende. Il vit des jeunes gens brandir leur téléphone, non pas pour se moquer de lui, mais pour lui montrer des messages de soutien. Le hashtag Justice pour Jean avait remplacé Étoile volée. Des cagnottes en ligne étaient déjà créées pour l'aider à reconstruire sa vie. La vérité avait enfin éclaté et rien ne serait plus jamais comme avant. La chute de Victor Dubois était aussi spectaculaire que son ascension avait été fulgurante. Justice était rendue, mais ce n'était que le début de la reconstruction pour Jean et le commencement d'une longue et douloureuse descente aux enfers pour celui qui avait voulu voler les étoiles. La chute de Victor Dubois fut aussi rapide et brutale que son ascension avait été mensongère. Le direct Instagram de son humiliation, repris par des centaines de chaînes d'information à travers le monde, devint l'une des vidéos les plus vues de l'année. Un mémorial numérique de l'arrogance punie. L'Étoile d'Or ferma ses portes en moins d'une semaine, croulant sous les annulations et le déshonneur. Les sponsors rompirent leurs contrats, les fournisseurs réclamèrent à leurs impayés et la banque saisit l'établissement. Victor, libéré sous caution, se retrouva seul. Ses amis influents ne répondaient en plus à ses appels. Ses abonnés l'avaient abandonné pour une nouvelle idole, et sa famille, honteuse, lui tourna le dos. Le procès fut une simple formalité. Accablé par les preuves numériques irréfutables et le témoignage poignant d'Hélène, il fut condamné à plusieurs années de prison ferme pour fraude, vol de propriété intellectuelle et subornation de témoins. Il perdit tout, son argent, sa réputation, sa liberté. La dernière image que le public eut de lui fut celle d'un homme brisé, méconnaissable, quittant le tribunal le visage caché sous une capuche, bien loin du chef flamboyant qui se pavanait sur les réseaux sociaux. 6 mois plus tard, un nouveau restaurant ouvrait ses portes dans le Vieux-Lyon, non loin de l'ancien Chêne Doré. Il ne s'appelait pas l'Étoile, mais le Souvenir. C'était un lieu chaleureux, sans prétention, où l'odeur du bois et de la cuisine authentique flottait dans l'air. À sa tête, Jean Perrin, le visage apaisé, les yeux brillants d'une nouvelle jeunesse. Grâce à une vague de soutien public sans précédent et à un financement participatif qui avait récolté des centaines de milliers d'euros, il avait pu racheter son ancien local et réaliser son rêve. Le tribunal lui avait accordé des dommages et intérêts substantiels, lui restituant tout ce que Victor lui avait volé. Hélène, désormais co-gérante, accueillait les clients avec un sourire radieux. Le restaurant ne désemplissait pas. Il fallait réserver des mois à l'avance pour goûter à cette cuisine qui avait une âme. Netflix produisit un documentaire à succès, Le chef et le fantôme, qui racontait son histoire, inspirant des millions de personnes à ne jamais abandonner face à l'injustice. L'histoire de Jean eut un impact bien au-delà du monde de la gastronomie. Elle déclencha un débat national sur le harcèlement en ligne et la protection des personnes âgées. Une nouvelle loi, surnommée la loi Perrin, fut même votée pour renforcer les sanctions contre l'usurpation de propriété intellectuelle et la manipulation médiatique. Jean, devenu une icône de la résilience, n'utilisa pas sa nouvelle fortune pour lui-même. Il créa la fondation Le Souvenir, dédiée à aider les artisans et les petits créateurs spoliés à se défendre en justice et à reconstruire leur vie. Il parcourait les écoles de cuisine, non pas pour enseigner des recettes, mais pour parler d'éthique, d'humilité et de respect. Il montrait aux jeunes chefs que la plus grande des étoiles n'est pas celle que décerne un guide, mais celle que l'on garde dans son cœur. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, le contraste est saisissant. Victor Dubois, sorti de prison, travaille dans l'anonymat le plus complet, faisant la plonge dans un restaurant de chaîne en banlieue. Personne ne le reconnaît. Il a appris à ses dépens que l'humiliation que l'on inflige aux autres finit toujours par nous revenir en plein visage. Jean, quant à lui, a trouvé la paix.
Il a renoué avec des membres de sa famille qui le croyaient disparu. Le souvenir est devenu une institution, un symbole. Parfois, le soir, après le service, il s'assoit à une table, regarde la salle comble et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Il a tout perdu, puis il a tout regagné, et bien plus encore. Il a prouvé que la patience est une vertu, que la vérité est une force, et que même après la nuit la plus sombre, le soleil finit toujours par se lever. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle